Ouais, non, mais je regarde juste ce que ça fait comme son. Est-ce qu'on entend? Un, 2, 1, 2. Est-ce que vous pourriez parler, s'il vous plaît, un de vous deux, pour que je vois si le retour son marche? Est-ce que vous m'entendez? Toi, t'as entendu dans quoi? Pas dans Twitch? Ah ouais, mais moi, c'est dans Twitch que je vais voir si ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Faut que tu parles plus près du micro. Il est bien. De l'autre côté, c'est le truc ou... Ouais, ça. Ça marche, c'est bon, tout marche. Et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouveau live, cette fois au sujet des pesticides dans l'agriculture européenne. Donc notre débat aujourd'hui, c'est l'agriculture européenne peut-elle se passer des pesticides? Donc encore une fois, ce live est cofinancé par l'Union européenne, mais les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme concession à la prise de position officielle de la Commission. Donc le présent programme n'engage en aucun cas la responsabilité de la Commission européenne. Donc moi, c'est Juliette, je travaille au Dranche et je m'occupe des sujets européens. Je suis aujourd'hui avec Antoine, qui est cofondateur du Dranche et directeur de rédaction. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live. Et aujourd'hui, on est avec nos deux invités, donc Béatrice Robrol-Marie, qui est apicultrice professionnelle, présidente et fondatrice de l'ONG Terre d'Abeilles, et avec André Fougeroux, qui est ingénieur agronome, qui a de l'expérience dans le public et dans le privé, notamment dans l'industrie de la protection des cultures. Alors déjà, bonjour à vous deux et merci d'être ici. Est-ce que vous souhaitez vous présenter plus amplement ? Bonjour. Madame Robrol, à vous. Merci à vous, merci à tous et merci aux auditeurs. Donc moi, je suis effectivement apicultrice professionnelle dans le centre de la France et c'est une histoire familiale qui dure, puisque je suis la 4e génération d'une grande famille et mon fils ici reprend l'exploitation apicole. Voilà. Confronté à certains problèmes liés aux pesticides à la fin des années 90, j'ai fondé en 2002 l'association Terre d'Abeilles qui œuvre au plan national et européen pour la protection durable des insectes pollinisateurs. Ok, super, merci beaucoup. Et vous, monsieur Fougeroux? Alors, moi, j'ai fait toute ma carrière dans la protection des cultures, donc je suis un peu plus spécialisé sur les aspects insectes, insecticides, que sur les fongicides ou les herbicides, mais bon, je connais aussi ces sujets-là. J'ai travaillé à la fois au ministère de l'Agriculture et puis ensuite, je suis passé dans une association professionnelle agricole qui s'appelle l'ACTA. Et ensuite, je suis rentré chez une société qui s'appelle Syngenta maintenant, au sein desquels je m'occupais du portefeuille insecticides et traitement de semences. Je suis à la retraite maintenant depuis 5 ans et je suis membre de l'Académie d'agriculture, mais mes propos n'engagent que moi, n'engagent pas du tout l'Académie. Donc voilà. Et alors, je suis à une échelle beaucoup plus modeste.
apiculteur professionnel, apiculteur amateur, pardon, dans la région du Gâtinais, voilà, où j'ai une quinzaine de ruches depuis une quinzaine d'années aussi. Ok, super, très bien. Du coup, on va essayer de contextualiser un peu ce sujet, le sujet des pesticides, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, je ne suis pas sûr que beaucoup de nos auditeurs ou des gens qui nous écouteront au podcast connaissent très bien le sujet. Donc, on vous propose une petite mise en contexte que Juliette va vous faire. N'hésitez pas à l'issue de cette mise en contexte à réagir. Alors c'est parti, donc déjà, qu'est-ce qu'un pesticide exactement? Donc un pesticide, c'est une substance chimique qui est utilisée donc, pour détruire un organisme qui est jugé nuisible. Donc ça peut être les insectes, mais aussi des animaux, donc par exemple des petits rongeurs ou des plantes qui peuvent être jugées dangereuses pour les produits agricoles. Donc il y a plusieurs gammes de produits qui existent, il y a les antibiotiques, les herbicides, les insecticides et même les fongicides qui donc eux servent à tuer les champignons. Aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a environ 350 produits qui sont autorisés. Et on retrouve beaucoup de pesticides aujourd'hui dans notre alimentation, simplement parce qu'on s'en sert beaucoup et on peut retrouver des résidus dans différents produits, par exemple dans la viande ou même dans l'eau potable. Même si ne vous inquiétez pas, l'eau que vous avez chez vous, vous pouvez toujours la boire, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les pesticides, ça reste quelque chose qui revient souvent dans le débat public, notamment donc, effectivement parce que ça peut se retrouver dans nos aliments, mais aussi parce que ça impacte la santé des agriculteurs. Donc il y a par exemple l'assurance maladie en France qui reconnaît certaines maladies professionnelles des agriculteurs comme venant des pesticides. Et il y a aussi la question du lobby de l'agrochimie à Bruxelles. Donc il y a souvent cette chose qui est dénoncée, même si finalement on ne sait pas trop si c'est fondé ou pas, mais on en reparlera, je pense, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pourquoi on parle autant des pesticides? Simplement parce qu'aujourd'hui, avec la croissance de la population mondiale, donc notamment depuis la seconde moitié du XXe siècle, on a eu besoin de plus de rendement agricole, on a eu besoin de produire plus, on a eu besoin de simplement avoir plus de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde, et du coup, on a utilisé plus de pesticides pour avoir de meilleurs rendements. Voilà. Et d'après la FAO, donc de 1990 à 2018, on est passé de 1,7 million de tonnes de pesticides utilisés dans le monde à 2,7 millions. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui dans l'agriculture, ou du moins dans l'agriculture occidentale. Et depuis aussi le début de l'utilisation des pesticides, on peut noter qu'il y en a de plus en plus. Attention, vibration. Je vais essayer de ne pas faire vibrer le micro, de ne pas trop toucher la table. Désolée si ça a fait du bruit. Il n'y a pas de souci. Donc depuis 2018, par exemple, en France, les produits à base de néonicotinoïdes qui ont été développés dans les années 1980 sont interdits. Donc on voit que progressivement, il y a des États et l'Union européenne qui décide d'interdire des produits qui peuvent être jugés comme trop dangereux pour la santé. Et donc, ça se retrouve aujourd'hui dans les politiques européennes, donc notamment dans la nouvelle politique agricole commune, qui va de la période 2023 à 2027, avec des objectifs environnementaux assez ambitieux en matière de pesticides, donc en suivant les recommandations du pacte européen, puisque 40% du budget de la PAC est consacré à l'action pour le climat. Et surtout, l'objectif, c'est de réduire par 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Donc on voit que ce n'est pas du tout un thème qui est oublié par l'UE. Néanmoins, une critique qui peut parfois être apportée, c'est que les États membres fixent eux-mêmes les objectifs de réduction. Donc on va sûrement en débattre aussi aujourd'hui. Et la majorité des agriculteurs aujourd'hui utilisent des pesticides. Donc finalement, comment on s'en sort en fait simplement pour avoir les mêmes rendements sans pesticides? On va aussi en discuter. Et donc on va discuter au final de est-ce que ces mesures sont suffisantes pour faire baisser l'utilisation des insecticides, et peut-on vraiment se passer des pesticides pour continuer à nous nourrir comme on le fait, pardon. Voilà. Alors déjà, sur ce contexte, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez rajouter, apporter ou corriger, hein? Non? Ça vous semble... Est-ce que ça vous semble cohérent, correct et complet? Je laisse parler Madame Robrol-Marie en premier, mais donc, si vous n'avez pas de commentaires, moi j'en ai quand même plusieurs déjà. Je voudrais savoir, est-ce qu'on parle bien de protection des plantes? Alors, on parle d'usage de pesticides de manière générale, dont l'un des principaux est, oui, la protection des cultures, hein. Non, parce que vous avez cité les antibiotiques. Il faut savoir qu'il n'y a aucune utilisation en Europe d'antibiotiques sur les plantes. Ok, c'est effectivement complètement interdit. C'est effectivement donc les antibiotiques sont utilisés comme produits vétérinaires, hein,
sous réserve d'une prescription d'un vétérinaire. Mais il n'y a aucun antibiotique utilisé sur les plantes en Europe. Ça, je crois qu'il faut le préciser pour les consommateurs, parce que ça… Voilà. Ensuite, sur le nombre… Oui, pardon. J'ajoute pour les antibiotiques, si vous permettez, que c'est interdit aussi en apiculture. Ok, tout à fait. Ensuite, vous avez mentionné, donc il y a 387 matières actives qui sont autorisées en Europe. Il faut savoir qu'il y en avait 800 dans les années 90, je n'ai pas la date exacte, mais voilà, on a diminué à peu près de moitié le nombre de matières actives autorisées en Europe. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de résidus dans l'alimentation. Alors là, je voudrais renvoyer à des études qui sont menées par la Commission européenne, justement, sur les contrôles des aliments. Et en fait, 96% des aliments, en moyenne, je vous fais une moyenne sur plusieurs années, en Europe sont sous les limites acceptables de résidus. Donc ça, c'est pour rassurer aussi là les consommateurs. Vous pouvez me dire toujours, il y a 4% qui restent. Et c'est essentiellement 4% qui viennent de produits étrangers importés hors Union européenne, avec des matières actives qui sont autorisées dans d'autres régions du monde, mais qui ne le sont pas en Europe, et pour lesquelles on n'a pas de normes, si vous voulez, de réglementation. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est pratiquement, je n'ai pas le chiffre exact, mais autour de 50% de produits dans les produits alimentaires pour lesquels on est en dessous de la limite de détection de résidus. Donc voilà, je voulais juste rectifier un petit peu ces points-là. Okay. Alors, concernant la santé des consommateurs, je me permets de mettre un bémol sur ce que vous venez de dire, M. Fougeroux, sur les limites de résidus et la sécurité, évidemment, sanitaire de ce que l'on consomme. On a un exemple tout récent qui a fait la une des médias depuis quelques semaines, c'est la pollution de l'eau généralisée en France, puisque dans par exemple, les ingrédients bio, il n'y a pas d'eau bio parce qu'elles sont toutes contaminées. Et là, l'ANSES, qui a en charge de donner un avis favorable ou défavorable aux contaminations, eh bien, au lieu d'envisager de dire à ceux qui vont décider de supprimer ou non les pesticides qui rentrent dans ces eaux contaminées, elle est en train d'envisager de remonter le taux de limite de résidus de 0,1 à 0,9. Donc, voilà, c'est important que les consommateurs le sachent et c'est important aussi de s'interroger sur le rôle et l'indépendance des comités d'expertise, de l'évaluation du risque, tant dans l'évaluation du risque que dans la gestion du risque, puisque les 20 années qui viennent de s'écouler nous ont appris des choses très graves. Alors, je vous propose, du coup, ces corrections faites, de passer aux premières questions sur lesquelles on voudrait votre avis à tous les deux. Et peut-être la toute première question, on l'a évoquée à la fin de ce contexte, c'est les ambitions de l'Europe en termes de pesticides, et notamment cette réduction de 50% à l'horizon 2030. Est-ce que selon vous, c'est réaliste déjà, et est-ce que c'est suffisamment ambitieux ou pas? Alors je vous propose, pour cette première question, et on alternera par la suite, de laisser Madame Robrol-Marie répondre en premier, et après, sur les questions d'après, on alternera si ça vous convient. Merci. Donc, concernant cette nouvelle PAC, on peut se réjouir de l'introduction, enfin, des éco-régimes, c'est nouveau. Alors, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas exactement la PAC, vous pouvez préciser ce qu'est un éco-régime, justement? Alors, c'est peut-être difficile, mais les éco-régimes, c'est introduire les notions d'écologie, de protection de l'environnement dans les objectifs de la PAC. Et puis, il y a notamment les stratégies de la ferme à la fourchette et biodiversité qui viennent s'ajouter à ce cadre nouveau de la PAC. Donc, on peut s'en réjouir. On a travaillé dessus, nous, au plan de la pollinisation et de l'apiculture. Maintenant, reste à savoir ce que, à l'usure, ça va donner et comment ça va se concrétiser. C'est vraiment un problème. Et puis, j'ai envie de dire qu'il faut quand même savoir que sur les 9 milliards d'euros annuels que représentent les aides en France, la plateforme pour une autre PAC indique que moins de 2% de ces aides ont un impact avéré sur la réduction des pesticides. Donc, il y a quand même des questions à se poser.
je me pose encore une question sur les aides apportées au secteur apicole, puisque l'apiculture, c'est la pollinisation, c'est l'amélioration des rendements agricoles, c'est l'amélioration de la qualité de la production agricole. On va distribuer, enfin c'est prévu de distribuer 67 millions d'euros entre 2024 et 2027 aux apiculteurs, enfin à l'apiculture, à la filière apicole, sur les 9 milliards d'euros. Et encore une petite comparaison, on va donner au secteur viticole et vinicole 900 millions d'euros. Donc, je reste extrêmement dubitative quant aux objectifs de la PAC, à la fois de réduction des pesticides de 50% et de ces objectifs de remettre en cause notre modèle agrochimique. Mais du coup, alors, après les chiffres que vous évoquez, vous pensez qu'en fait, la PAC n'a pas donné les moyens financiers aux agriculteurs d'atteindre cette réduction de 50%? C'est beaucoup plus, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les États généraux de l'alimentation fin 2017 en France, auxquels je défendais les intérêts de l'apiculture, ont conclu sur une nécessité de remettre en cause notre modèle agrochimique. Et de remettre en cause ce modèle agrochimique, ça veut dire revoir le modèle en vertu, favorable à l'agroécologie et toutes les pratiques de l'agroécologie. Depuis 2017, on n'a pas vu d'évolution. D'accord, ok, très bien. Bah, merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Monsieur Fougereau, est-ce que vous voulez répondre à votre tour, hein? Bah oui, moi j'ai toujours été choqué. Je reviens aux 50%, puisque c'est l'objet de votre question. Absolument. Moi j'ai toujours été choqué par ces chiffres qui tombent comme ça d'une administration, qu'elle soit européenne ou française, puisqu'on a eu la même chose dans le plan Éco-Phyto. Le chiffre de 50%, je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'objet d'une tractation entre différents parties prenantes. Du coup, moi, c'est un chiffre qui me laisse toujours rêveur. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de savoir. Les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par plaisir. Ils l'utilisent pour, en général, protéger leur culture. Donc, il y a des années où il y a des secteurs, où il y a des régions pour lesquelles on n'a pas besoin de beaucoup de pesticides. Il y a des années, il y a des secteurs, il y a des régions pour lesquelles les gens ont beaucoup besoin de quantités importantes de pesticides parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je vous prends l'exemple, puisque les plus gros consommateurs de pesticides à l'hectare en Europe, si je ne me trompe pas, c'est la Belgique et les Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de cultures de pommes de terre qui sont sensibles au mildiou et ils sont obligés, pour protéger leur culture de pommes de terre, d'intervenir 10-15 fois par an. Et donc, ils ne le font pas par plaisir. S'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient autrement. Il se trouve que s'ils veulent sauver leurs pommes de terre, c'est ça. Donc, moi, ces chiffres qui sont des chiffres très globaux de 50%, soit les pesticides sont dangereux, c'est 100% qu'il faut appliquer. Si les pesticides ne sont pas dangereux, à ce moment-là, moi, je suis beaucoup plus partisan du travail au cas par cas, c'est-à-dire en fonction des secteurs, en fonction des régions, etc. Et donc, ça rejoint, je pense, la question peut-être prochaine, qui est de dire que chaque pays va adapter en fait son taux de réduction. Et ça me semble être une mesure tout à fait pragmatique, parce que vouloir appliquer comme ça 50%, ça n'a, à mon avis, techniquement aucun sens. C'est déjà la position que j'avais donnée lorsqu'on a préparé le plan Éco-Phyto. Alors, effectivement, vous avez pris un peu d'avance sur la question d'après, puisque notre question d'après, c'était effectivement, Juliette l'a dit, les États membres fixeront leurs propres objectifs nationaux de réduction des pesticides. Vous y avez déjà un petit peu répondu, alors c'était votre tour d'y répondre en premier, mais selon vous, c'est une bonne approche, en tout cas, si on veut viser à réduire autant que possible l'usage des pesticides. Oui, si. Ah, pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, si vous permettez, pour revenir sur ce qui vient d'être dit par M. Fougereau, déjà, un pesticide, il dit si c'est bon, on continue, si c'est pas bon, on arrête tout, 100%. Je suis bien d'accord avec lui et je pense que nos abeilles auraient un bel avenir si on faisait disparaître les pesticides à 100%. Pour l'instant, on n'en est pas là. Qu'est-ce que c'est les pesticides et d'où ça vient ces pesticides? Ça tue, hein, ça se finit en cide et ça tue.
Et voilà. Donc, l'origine, c'est, l'explosion des pesticides, c'est à partir des années 45, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des stocks de poisons qui ont servi à combattre les ennemis, et puis il fallait utiliser ces poisons. Donc, ils ont servi pour produire plus en agriculture, pour nourrir les populations. En France, on consomme au minimum 70 000 tonnes de pesticides par an. Et par rapport aux États membres de l'Union européenne, on est numéro 2. Et puis notre agriculture, on est numéro 1 en émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Monsieur Fougeroux parlait du plan Ecophyto. Alors on en est en France au 3e plan depuis 2008. Il a coûté, selon ce que nous a dit en mars 2021, ce que nous ont dit les représentants du ministère de l'Agriculture, la modique somme de 643 millions d'euros. Je pense que c'est des chiffres qui devraient parler à nos auditeurs. Alors, justement, est-ce qu'on peut repréciser un petit peu, pour ceux qui l'ignoraient, il y en a sûrement beaucoup, oui. Ce qu'est le plan Ecophyto? Alors, le plan Ecophyto, c'était destiné à inciter les agriculteurs à moins utiliser les pesticides. Voilà. Donc, on a fait de la formation aux agriculteurs depuis 2008. Donc, ces 643 millions d'euros vont, hélas, à l'encontre de l'objectif auquel ils étaient destinés, puisque on a fait donc plus 23% de substances actives vendues entre 2019 et 2023 et plus 42% de glyphosate entre 2019 et 2020, ce qui représente 8600 tonnes en 2020. Et j'ajoute que c'est un échec d'autant plus évident que ce que ne disait pas M. Fougeroux tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une évolution dans les matières actives utilisées depuis maintenant 70 ans, dans la concentration des matières actives des pesticides autorisés. Donc, si on prend l'exemple des néonicotinoïdes, selon les scientifiques, entre 5000 et 10 000 fois plus toxiques que le DDT, donc qui permettent de réduire évidemment les quantités utilisées, vous imaginez. Eh bien, malgré tout ça, on a des quantités de pesticides utilisés qui ne cessent d'augmenter. Mais alors, du coup, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée en préparant l'émission et qui a été évoquée d'ailleurs par M. Fougeroux, qui est importante, c'est qu'est-ce qui... parce que l'argument qu'on nous a beaucoup envoyé à l'écrit, c'est effectivement que les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par plaisir. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, ces agriculteurs, petits, moyens ou grands exploitants, à en utiliser plus? Non, mais moi, si vous me permettez, oui, bien sûr, je voudrais quand même rectifier un petit peu, parce que là, ce qui se dit, c'est pas tout à fait correct, puisque en 1999, on utilisait 110 000 tonnes de pesticides en France. Cette année, je crois que c'est 67 000. Donc voilà. Ensuite, faire des comparaisons d'année à année, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire de comparer 2020 à 2021, c'est complètement ridicule. Ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances. Pourquoi 2020, ça a été une année très humide. Très humide, ça veut dire beaucoup de maladies. Et donc, 2021, pardon, très humide, excusez-moi. Mais si on compare 2021 et 2022, c'est des années complètement différentes. 2022 était une année très sèche, très peu de maladies, très peu de mildiou. Je peux vous garantir que cette année, la quantité de pesticides va baisser, simplement par cet effet climatique. Donc, comparer d'une année à l'autre, c'est un biais qui n'est pas correct. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas ridicule de faire connaître les chiffres qui sont relayés par les représentants du ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas de ridicule là-dedans. Non, mais on était, comme je l'ai dit, en 1999, on était à 110 000 tonnes et on est à 67 000 tonnes. Donc voilà, donc ça a quand même baissé. Donc voilà. Et ensuite, de donner des chiffres qui sont des comparaisons d'une année sur l'autre, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt, puisqu'il y a ces effets climatiques qui sont extrêmement
important et qui explique que certaines années, on va utiliser beaucoup de fongicides, ça a été le cas de 2021, alors que 2022, où on est une année très sèche, il y a très peu de fongicides qui vont être utilisés. Donc, l'intérêt pour relayer ces chiffres, c'est que les consommateurs soient informés. Oui, non, mais ça, aucun problème. L'histoire des 643 millions d'euros dans l'éco-phyto, de toute façon, bon, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai participé au comité scientifique de préparation d'éco-phyto. Dans ce comité scientifique, on était tous d'accord, les gens qui suivent les questions de protection des cultures, étaient d'accord pour dire qu'il y avait des consommations dites de confort. Alors, de confort, ça veut dire c'est des gens qui ne veulent pas prendre de risques, etc. Voilà, sur lesquels on peut jouer. On a une certaine flexibilité. Suivant les cultures, c'était environ entre 15 et 25%, ce qui est déjà pas mal, de réduire, d'enlever ces consommations de confort. Sachant que le confort, ça peut être des fois un critère retenu. Quand ils nous ont annoncé qu'il fallait 50%, sinon c'était pas médiatiquement, c'était pas très intéressant de parler de 15 à 25%. On a dit dont acte, mais c'était une décision politique, pas du tout une décision technique, et tout le monde savait que ces 50% étaient complètement irréalistes, à l'époque en tout cas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction, et notamment développer des outils, mais dire du jour au lendemain, admettons qu'on applique les 50% en disant vous avez 5 ans, dans 5 ans il faut que vous ayez 50% de moins, oui, mais il faut donner des solutions de rechange. Or, ces solutions de rechange, on en a très peu. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, ça a été le cas dans d'autres secteurs, mais que imposer un niveau d'exigence assez élevé poussera pas le secteur, de manière générale, à innover et à chercher des solutions pour atteindre cet objectif? Si, absolument. Je ne voudrais pas monopoliser, mais il y a eu un gros développement, notamment par toutes les entreprises, de ce qu'on appelle les solutions de biocontrôle. Qui ne satisferont pas tous les usages pour l'instant. On est loin d'avoir de tout réglé avec le biocontrôle. Donc, biocontrôle, peut-être pour expliquer pour les auditeurs, c'est utiliser des moyens d'origine biologique, donc pas de synthèse chimique, si je peux dire, donc des moyens d'origine biologique pour contrôler des insectes, des maladies, des mauvaises herbes. Voilà. Bon, pour l'instant, on a quelques pistes, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a des secteurs qui marchent très bien, notamment, je pense, l'arboriculture. L'arboriculture a remplacé beaucoup d'applications insecticides par l'utilisation de phéromones. Les phéromones sont des substances naturelles produites par les papillons. Donc voilà, il y a quand même des succès dans ce sens-là. Mais malheureusement, ça nécessite des temps de recherche, un temps d'adaptation. Alors, tout le monde peut trouver que ça ne va pas assez vite, ça c'est possible, mais bon, la tendance est quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce biocontrôle par rapport à des applications chimiques classiques. Donc, ce qui se trouve justement qui ne va pas assez vite, c'est les espèces, puisque les espèces, on rentre dans la 6e extinction des espèces. Donc, effectivement, par rapport à ça, ça ne va pas assez vite. Puis l'autre problème, c'est la santé des consommateurs. Si vous permettez, une étude de l'INRA qui a été publiée en 2016 a estimé le rapport coût-bénéfice généré par l'usage intensif des pesticides, c'est-à-dire les coûts cachés et les externalités négatives, c'est-à-dire les effets non intentionnels des pesticides. Ça représente les coûts environnementaux qui sont liés à la dégradation des services de la nature, comme la pollinisation, l'appauvrissement des sols, les coûts réglementaires liés aux mesures déployées pour encadrer, pour réglementer, pour contrôler, les coûts d'évitement de la part notamment des consommateurs, et puis les coûts sanitaires liés à la dégradation de la santé des citoyens. Cette étude montre que le système lié à l'usage des pesticides génère globalement beaucoup plus de coûts qu'il ne procure de bénéfices. Et la même étude n'intègre même pas le coût des externalités négatives liées à la production des pesticides. Et il y a une autre étude, si vous permettez, je suis un peu longue, mais ça me paraît important, puisque c'est vraiment une histoire de santé des gens. Une autre étude qui a été publiée en 2015 estime le coût sanitaire des principales maladies liées à l'exposition aux perturbateurs endocriniens au sein de l'Union européenne. Eh bien, ce coût
il serait estimé à 157 milliards d'euros par an. Je pourrais donner toutes les sources à l'issue de cette émission. Et ce coût, il n'intègre pas les maladies liées à l'ensemble des pesticides. C'est seulement pour les perturbateurs endocriniens. Hein, d'accord. Donc, quand on voit 157 milliards d'euros par an pour soigner les gens, pour une PAC qui va distribuer 386 milliards d'euros par an, je pense qu'il y a réellement un problème et que ce coût des externalités négatives liées à l'usage des pesticides, on se demande pourquoi il n'est jamais pris en compte dans ceux qui décident, par ceux qui décident de nos politiques agricoles. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Alors, ça m'amène. Alors, vous voulez peut-être réagir, Monsieur Faugeroux? Oui, parce que, bon, moi, c'est toujours très intéressant d'avoir ces chiffres de masse qui, effectivement, donnent un ordre de grandeur. Maintenant, moi, je me mets à la place de l'agriculteur lambda qui a sa culture de pommes de terre. Je reviens toujours à mes pommes de terre, mais on peut le faire avec la vigne, on peut le faire avec beaucoup de choses, qui voit que sa récolte va être détruite parce qu'il y a une épidémie de mildiou. Alors, on peut lui dire, il y a des externalités négatives, désolé, il n'y a pas de pesticides, donc tant pis pour vous, cette année, vous n'aurez pas de pommes de terre. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on répond à ces agriculteurs? Madame Robrol-Marie, vous connaissez l'histoire du varroa sur abeilles, hein, donc s'il n'y avait pas de médicaments anti-varroa sur les abeilles, qu'est-ce que feraient les apiculteurs? Écoutez, je vais vous répondre, Monsieur Faugeroux, puisque, comme je vous ai dit, je suis dans l'apiculture depuis quelque temps déjà. Dans les années 1980, le varroa est apparu en France. Alors, est-ce qu'on peut préciser juste pour nos auditeurs ce qu'est le varroa? Oui, c'est un parasite, un petit parasite des abeilles qui suce la nymphe et qui est capable d'anéantir des colonies d'abeilles. En 1980, nos abeilles se portaient relativement bien, hein, puisqu'en 1975, et j'en parle en connaissance de cause, mon papa était à l'origine de la loi qui a interdit le traitement des cultures lorsque les floraisons sont en cours. D'accord? Donc, à partir des années 80, on a vu un net renouveau dans nos colonies d'abeilles et on n'a pu que s'en réjouir. Le varroa est apparu, mais on avait cependant des colonies en très bonne santé. Vous voyez? Donc, quand nos colonies ne sont pas surexposées à des pollutions répétées, elles sont capables de se défendre contre les maladies, elles sont capables de se défendre contre les parasites, les prédateurs, et elles sont moins vulnérables aux maladies opportunistes. C'est exactement comme nos organismes humains. Quand nos organismes humains sont affaiblis, ils peinent à se défendre contre les virus ou les bactéries qui se promènent. C'est exactement pareil. Voilà, donc voilà la différence. Et alors, j'ai envie de dire… Pour vous, le varroa est un parasite de faiblesse, alors? Comment? Le varroa est un parasite de faiblesse, donc, pour vous? Comme tous les parasites, c'est opportuniste aussi. Et je vais vous dire autre chose, monsieur Faugeroux, c'est qu'avec 20 années d'exposition répétée de nos abeilles à tout ce qui se passe, cet environnement hostile, on a affaibli nos abeilles. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un petit peu plus de considération pour la faune pollinisatrice, parce que nos abeilles mellifères meurent, mais c'est tous les pollinisateurs sauvages qui meurent aussi, donc il faudrait vraiment s'en occuper de toute urgence. Ça devrait d'ailleurs être le rôle du MTES. Mais ce qu'on demanderait aujourd'hui par rapport à cet environnement hostile, c'est que quelques efforts soient faits en matière de recherche vétérinaire pour ne pas nous laisser qu'avec éventuellement 2 matières actives pour lutter contre le varroa. Voilà. Alors, ça va. Là, le débat que vous avez justement sur l'usage ou non des pesticides, ça nous amène un peu au cœur du sujet de ce soir. Et c'était d'ailleurs le sujet de notre article à l'origine. On a beaucoup parlé de pesticides, mais est-ce que vous pensez, vous, chacun l'un et l'autre, qu'une agriculture sans pesticides est viable et possible et qu'elle puisse à la fois garantir une forme de sécurité alimentaire, on l'a vu,
avec les crises récentes qu'on a eues, on parle beaucoup en ce moment de sécurité alimentaire. On se questionne sur la capacité de l'Europe à assurer sa sécurité alimentaire. Voilà, est-ce que vous pourrez répondre chacun l'un après l'autre sur est-ce que vous pensez que oui ou non, on peut cultiver tout sans pesticides, et notamment par exemple les céréales? Qu'est-ce qui commence? Alors, j'ai un peu perdu le fil pour rien vous cacher. Je ne sais plus à qui était-ce de répondre parce qu'on a sauté beaucoup de questions. Mais il me semble, si on avait suivi un peu l'ordre, que ça serait à vous, Madame Robrol-Marie, de répondre en premier. Alors, enfin, je pense qu'aujourd'hui, si on a l'humilité ou le courage, hein, parce que je crois qu'il faut les deux, de se poser les bonnes questions par rapport à un système que j'ai envie de dire est sans issue, hein, parce que le système, pour moi, de la chimie de synthèse, qui est devenu le fondement de notre modèle agricole, hein, c'est un recours systématique, c'est une voie sans issue. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de possibilités. Vous le dites, Monsieur Fougeroux, les agriculteurs sont parfois sans voie, sans alternative, sans solution. Donc, je crois que et je me mets à leur place, et c'est pas facile. Donc, je crois qu'il faut aller un petit peu au-delà des problèmes qui se posent tous les jours et se poser la question, est-ce que vraiment on peut faire autrement? Et aujourd'hui, même si on en parle peu et pas assez à mon avis, eh bien, il faut comprendre que les réussites agricoles, elles sont plutôt dans le sens de ceux qui travaillent avec la nature plutôt que dans le sens de ceux qui s'y opposent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas agronome, mais je lis, hein, je m'informe, et des gens comme Monsieur Marc Dufumier, dont le nom est prédestiné, qui est professeur des agricultures comparées à l'AgroParisTech, dit que l'agroécologie peut nous sauver. Eh bien, je crois qu'effectivement, si on remet en cause nos méthodes, hein, d'utilisation de la chimie de synthèse, si on revient aux fondamentaux de l'agronomie, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la polyculture, l'élevage et la forêt, les prairies qui sont des puits d'azote, les arbres qui sont des puits de carbone et qui nous garantissent contre la sécheresse, après toute cette artificialisation, pardonnez-moi, généralisée qui a bouleversé les équilibres naturels, eh ben, il va falloir revenir aux fondamentaux de cette agronomie et il me paraît, mais pas qu'à moi, que c'est la seule solution, donc les pratiques agroécologiques. Voilà. Et que l'agroécologie permettra de restaurer la qualité des sols. On va dire qu'une plante, elle ne pousse pas sans le sol, sauf le hors-sol, mais ça ne dure pas longtemps et ça ne se passe pas bien. Et la qualité diététique est nulle. Diversifier les cultures, imposer les rotations des cultures, renoncer par exemple à la privatisation des semences, revaloriser les semences paysannes. Mon assistante, qui est ingénieure agro, m'explique que dans le siècle qui vient de se passer, on a éliminé 90% des variétés végétales. Donc tout ça, eh ben, tout ça, ça a un sens. Et tout ça, ça nous permettrait sans doute aujourd'hui de retrouver la paix avec ce que la nature nous a mis à notre disposition. Voilà. Donc, travailler avec la nature plutôt que s'y opposer. Ok, très bien. Monsieur Fougeroux, est-ce que vous voulez réagir et répondre surtout à cette question sur la possibilité ou non d'une agriculture européenne sans pesticides? Alors, pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, non. D'ailleurs, je voulais revenir sur un point que Madame Robrol-Marie a cité tout à l'heure en disant que la généralisation des pesticides date de 1945 parce qu'il y avait des poisons à écouler, grosso modo, hein, je fais un résumé. Bon, c'est là aussi, à mon avis, très, très caricatural parce qu'il faut savoir que le premier herbicide, c'est un agriculteur français qui l'a inventé, Monsieur Louis Bonnet, qui est un agriculteur de la Marne, à côté de Reims, et qui avait découvert qu'en mettant de la bouillie bordelaise sur ses céréales, il arrivait à endiguer les développements des mauvaises herbes. À partir de là, il s'est aperçu que c'est la fonction acide de la bouillie bordelaise qui détruisait ces mauvaises herbes. Et les agriculteurs, il faut savoir, entre grosso modo les années 1900 et 1950, en France, utilisaient plus de 200 000 tonnes d'acide sulfurique sur les céréales. Donc, vous voyez que l'utilisation
de produits. Et là, l'acide sulfurique, pour le coup, c'était vraiment dangereux pour les utilisateurs. L'acide sulfurique était très largement utilisé. Je vous parle pas des quantités de bouillie bordelaise qui ont été utilisées avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez que l'utilisation des pesticides, ça remonte aux Romains, hein, donc même aux Chinois, puisque les Chinois utilisaient des pyrètres naturels pour lutter contre les insectes 2500 ans, il y a 2500 ans. Donc voilà, les pesticides, il y a très longtemps que les gens les utilisent, et c'est un peu une réaction normale, je serais tenté de dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les agriculteurs avaient le choix entre soit faire des prières pour essayer d'endiguer les ravages des bioagresseurs, soit intervenir avec des substances plus ou moins nocives, puisqu'il y a eu des utilisations aussi très, très importantes d'arsenic pendant longtemps sur l'agriculture. Heureusement, on s'est débarrassé de toutes ces substances qui quand même posaient un certain nombre de problèmes pour aller dans le sens d'une amélioration. C'est peut-être pas parfait, mais la tendance, c'est quand même ça. Donc, actuellement, sans pesticides, les estimations sont données, c'est entre 30 et 50% des rendements qui sont perdus. Donc voilà, c'est pas moi qui ai inventé ces chiffres, c'est bon, vous les trouverez dans la littérature. Je pourrais vous donner aussi les références. Donc, on peut accepter de dire la production européenne, bon, on accepte de perdre 50% ou 40% si on veut faire une moyenne. Mais ça pose d'autres questions. Ça veut dire qu'on importe d'autres régions du monde et d'autres régions qui utilisent des pesticides. Et donc, on revient à ce qu'on disait au départ sur les questions de résidus, avec les résidus de produits qui viendraient d'autres régions du monde. Bon, c'est un petit peu comme les gaz à effet de serre, on fait émettre les gaz à effet de serre dans d'autres régions du monde. Donc voilà, donc la question c'est ça. Pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas se passer de pesticides. Encore une fois, peut-être ça viendra, et je crois personnellement beaucoup. Alors, l'agroécologie, j'ai un peu de mal parce que c'est un concept tellement général que j'ai un peu de mal à voir ce qu'il y a derrière concrètement. Mais par contre, je crois beaucoup au développement de toutes ces techniques de lutte biologique. Là, il y a beaucoup à faire. Enfin, moi, encore une fois, je répète, je suis plutôt spécialiste des insectes. Et je pense que j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Insecticide, insectifuge. C'est-à-dire, au lieu de détruire les insectes, comme on fait jusqu'à présent, on va essayer de les repousser. Voilà. Trouver des systèmes qui perturbent leur comportement de façon à éviter les dégâts. Voilà. Donc, comme l'exemple des phéromones que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. Et je voulais dire qu'en Europe, maintenant, 50% des vergers sont traités par phéromones, sont protégés par phéromones. Donc, vous voyez, quand les agriculteurs ont le choix entre une solution de lutte biologique et une solution chimique qui, de toute façon, avait fait son temps, ils basculent tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est ça qui manque, je pense, au plan éco-phyto et qui probablement va manquer au plan européen. C'est que si vous n'avez pas des solutions à proposer en remplacement, les agriculteurs continueront à appliquer les pesticides. Ok, très bien. Juliette, est-ce que tu veux prendre la main? Déjà, est-ce que vous vouliez répondre quelque chose, Madame Robrol-Marie? Oui, moi je voulais dire que les exemples qu'on ne met pas assez en évidence, me semble-t-il, notamment au plan médiatique, c'est des exemples de réussite de gens qui ont retrouvé les fondamentaux de l'agronomie et qui s'en portent bien. Alors, on parle de l'agriculture biologique qui s'est beaucoup développée dans les 15 dernières années, mais l'agriculture biologique, c'est une des pratiques agroécologiques. Et en polyculture, élevage et forêt, beaucoup d'agriculteurs qui parfois ont été d'abord atteints dans leur santé, ont eu le courage de se remettre en question et aujourd'hui se félicitent de la transition agroécologique qu'ils ont choisie. Ils retrouvent une espèce de sérénité à produire, ils retrouvent une meilleure rémunération de leur travail parce que les marges sont plus intéressantes, les consommateurs sont quand même attachés aux produits plus propres quand ils ont le choix. Et puis, ils ont aussi la satisfaction de travailler proprement, de travailler d'une façon tout à fait respectueuse de l'environnement et de la santé des consommateurs. Donc, ces exemples-là, et ils sont de plus en plus nombreux, et parfois de grands hommes d'affaires qui se sont lancés dans cette transition pour différentes raisons, mais les exemples sont nombreux,
qui devrait justement être utilisé par nos politiques publiques pour inciter à la transition agroécologique. C'est pas, Monsieur Fougeroux, je crois que vous l'appelez comme ça, l'agriculture idéalisée. Non, c'est une agriculture qui existe et qui donne, qui produit et qui devrait être aujourd'hui un exemple. Moi, j'appelle pas l'agroécologie une agriculture idéalisée. Hein. Ce que je dis, c'est que dans l'agroécologie, pour l'instant, ça me semble être un fourre-tout où j'ai du mal à voir concrètement ce qu'il y a derrière. Et notamment pour des agriculteurs, et bon, moi j'ai fait beaucoup de conseils auprès d'agriculteurs, savoir qu'est-ce qu'on leur apporte concrètement et quels sont les risques qu'ils prennent en basculant de système. Donc voilà, tout cet accompagnement, si vous voulez, pour l'instant, il me semble flou. L'agriculture biologique, je vois tout à fait ce que c'est. L'agriculture conventionnelle, bon, je la connais. Voilà, l'agriculture intensive, je pense qu'elle est en train de disparaître en France, de toute façon. Donc voilà. Mais ce concept d'agroécologie, bien que la théorie, je crois l'avoir compris, j'ai du mal à réaliser concrètement ce que ça représente, si ce n'est, parce que vous parlez d'élevage, mais en fait, l'élevage est en régression en France, pour d'autres raisons, hein, pour des raisons de charge de travail, de rentabilité, etc. Et donc, c'est vrai que c'est formidable d'avoir un système vertueux comme présente Monsieur Dufumier, où on met de l'élevage qui va servir à fertiliser les cultures, etc. Enfin, on revient à ce que faisaient nos arrière-grands-parents. Mais l'élevage, d'abord, a disparu dans beaucoup de régions. Vous l'avez signalé, les prairies ont disparu dans beaucoup de régions. On a perdu 4 millions d'hectares de prairies, oui, qui étaient des milieux très stables et très utiles, notamment pour les pollinisateurs, mais pas que. Oui. Et donc, voilà, il y a eu des modifications importantes qui sont plus d'ordre économique, si je peux dire, que d'ordre technique. Oui, oui. Alors, si vous manquez d'informations, je vous recommande ce petit fascicule. C'est franchement la Bible de l'agroécologie. Et dans la mesure où vous conseillez des agriculteurs, je vous la recommande très, très vivement, y compris de rencontrer Marc Dufumier. Vous parlez tout à l'heure d'élevage, Quand je parle de polyculture, élevage, forêt, je ne vous apprends rien, Monsieur Fougeroux, en vous disant qu'on a quand même un problème phénoménal en Europe, c'est d'importer notre soja, c'est-à-dire nos protéines, du Brésil, d'Amérique du Sud, voilà, pour nourrir notre bétail. Hein, c'est quand même très grave au plan du carbone, au plan général, alors qu'on pourrait produire nos ressources de protéines en France. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est un ensemble de choses à remettre en question. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais je m'interroge et j'essaie de m'informer. Donc, aujourd'hui, on pourrait cultiver de quoi élever notre bétail. Et puis, les gens qui s'intéressent justement à ce trio polyculture, élevage, forêt, eh ben, ils ont des résultats exceptionnels et ils produisent des aliments propres. Ils ont des bêtes qui sont heureuses de vivre en plein air, hein, au pré. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses à remettre en question, mais au plus vite, quoi, au plus vite. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de dire, justement, dans le cadre, parce qu'il faut accompagner les agriculteurs dans cette transition agroécologique, eh bien, nous, on propose que pour financer, justement, cet accompagnement auprès des agriculteurs en faveur de l'agroécologie, on devrait évidemment taxer les firmes agrochimiques à hauteur des externalités négatives dont j'ai parlé tout à l'heure, que génèrent les pesticides. Ce serait sans doute une bonne solution pour que notre nouvelle PAC puisse éventuellement commencer à atteindre les objectifs de réduction de pesticides qu'elle nous a fixés. Alors, Monsieur Fougereau, est-ce que vous voulez réagir sur l'idée de taxer l'industrie agrochimique sur ses externalités négatives, même si, alors, je ne sais pas si ça sera facile de converger vers un chiffre qui fasse consensus, mais sur le principe au moins. Bah, les industries sont déjà taxées largement, hein, puisque tout le financement de toute la politique des eaux de surface, en tout cas en France, est financé par les taxes sur les produits phytosanitaires. Ça, c'est le premier point. Après, je voulais revenir quand même sur l'histoire du soja. Alors moi, je suis 100% d'accord. Si on pouvait se passer du soja, ça serait formidable.
le remplacement du soja, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, en mettant des pois, en faisant des févroles, en mettant des lentilles, en mettant des pois chiches maintenant, c'est la mode en ce moment. Toutes ces productions se sont trouvées coincées à cause de ravageurs ou de maladies. Je veux dire, vous pouvez voir avec tous les agriculteurs, ils ont des rendements très difficiles à maintenir, ils ont des productions qui sont très fluctuantes, et donc, pour l'instant, on n'a pas techniquement cette solution de remplacement du soja, notamment pour tous les élevages monogastriques. Bon, les ruminants, c'est différent. Alors, les ruminants, on dit aux agriculteurs, il faudrait faire de la luzerne. Très bien, mais de la luzerne, il faut pouvoir la commercialiser. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Donc voilà, on peut avoir des solutions à l'emporte-pièce comme ça, mais en fait, on s'aperçoit que les transferts de technologie sont pas du tout simples. Maintenant, encore une fois, je suis le premier à soutenir le remplacement du soja brésilien par du soja national ou du soja européen au moins. Ça, je suis tout à fait favorable. Il se trouve que pour l'instant, en France, on n'y arrive pas bien. Il y a un vrai sujet de débat autour de ça. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs Oui. à un débat qu'on avait fait sur la réintroduction des farines animales, justement, qui est intervenu il n'y a pas très longtemps. L'Europe a réautorisé il n'y a pas très longtemps les farines animales pour l'alimentation de certains animaux d'élevage, pas tous, parce que tous ne peuvent pas en consommer. Et justement, le député européen qu'on a interrogé disait que c'était pour faire face à la difficulté de s'approvisionner en soja pour les élevages. Du coup, voilà, je renvoie les lecteurs vers ce sujet qui les renverra vers la question de la consommation de soja brésilien, la difficulté de production en Europe et les alternatives que l'Europe pousse aujourd'hui. Et après, il y a toute une question aussi d'éducation à l'alimentation, parce qu'il faudrait manger moins animal. Donc après, c'est une éducation sur la diététique, etc. C'est tout un processus. Ouais. Donc, moins d'animaux, ça veut dire moins d'élevage, ça veut dire moins de fertilisants. Vous voyez, c'est très compliqué. Je veux pas minimiser, je veux pas essayer de botter en touche, mais on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a un désintérêt pour l'élevage et ça pose des questions, notamment sur les fumures organiques des cultures. Puisque vous savez qu'il faut apporter régulièrement des engrais sur les cultures, y compris en agriculture biologique, et que les fumures organiques sont une ressource importante. Donc, moins on aura d'élevage, moins on aura de fumures organiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on importe quand même en France, en tout cas, 40% de nos poulets, ce qui me semble être une aberration. Puisque, autant le soja, c'est pas facile à cultiver sous nos climats, autant le poulet, je vois pas où est la difficulté. On importe 60% de nos fruits, on importe 40% de nos légumes. Enfin, vraiment, on a un vrai problème d'autonomie et là, peut-être qu'effectivement, l'agroécologie peut apporter des solutions, notamment en diversifiant les cultures, mais avec d'autres compensations nécessaires auprès des agriculteurs. C'est que ces cultures qui ont tendance à disparaître, que ce soit l'élevage, les fruits ou les légumes, ça vient aussi d'une raréfaction de la main-d'œuvre en agriculture. Les gens ne veulent plus travailler en agriculture, on a énormément de mal à trouver des emplois, et donc voilà, on a un vrai problème de production d'un certain nombre de nos productions. Alors produire des céréales, c'est facile parce qu'il faut 3 heures par an, grosso modo, pour produire 1 hectare de blé. Produire des pommes ou des légumes, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc voilà. C'est sûr, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faudrait la volonté politique d'accompagner tout ça. C'est indispensable. Bon, vous aurez mis d'accord au moins sur un petit point ce soir. Non, il y a un autre point sur lequel je pense qu'on est d'accord, enfin je l'espère en tout cas. Vous avez parlé d'agroécologie, alors il y a quand même quelques points que j'ai compris sur l'agroécologie, je suis extrêmement favorable. C'est la restauration des haies. La remise en place, alors on appelle ça agroforesterie, enfin j'ai toujours aussi un peu de mal avec les limites des définitions. L'agroforesterie, donc la restauration des haies, la remise en place de cultures florales. Moi j'ai la chance d'être chez un agriculteur qui me met des jachères fleuries chaque année et mes abeilles se portent très bien. Donc voilà, mais s'il n'y a pas de fleurs, et c'est le problème de nos campagnes, c'est le problème, je crois, des pollinisateurs. Enfin, ce problème des pollinisateurs, il y en a d'autres, mais c'est le fait que nos campagnes n'ont plus de fleurs. Une fois que le colza est passé, il y a des tas de régions en
France où Mais les pauvres abeilles, elles se battent pour trouver la moindre fleur dans l'environnement. Voilà, d'où je disais tout à l'heure, la diversité, revenir à la diversité des cultures et notamment des plantes à fleurs, bien évidemment. Tout à fait. Très bien. Alors, il nous reste peu de temps et encore beaucoup de questions, donc on va faire un tri. On va essayer de poser les dernières questions qu'on a dans le temps qui nous est imparti. Ah oui. Juliette. Une des questions qu'on a à vous poser, c'est sur les risques pour la souveraineté alimentaire. Donc, on en a notamment beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine. Est-ce que dans les années à venir, ou même dans les décennies à venir sur le plus long terme, on a un vrai risque de souveraineté alimentaire à l'échelle européenne? Monsieur Vous voulez commencer? Ouais, non, c'est à votre tour, monsieur Fougeroux, de répondre. Bon. Écoutez, à l'Académie, on est en train de travailler sur cette question parce que effectivement, il y a eu le Covid aussi. On parle de la guerre en Ukraine, mais le Covid a aussi posé la question de la souveraineté alimentaire. On commence à voir, et je crois qu'il va falloir s'y habituer malheureusement, à avoir des ruptures d'approvisionnement sur certains produits. Je pense que c'est pas dramatique, il y a pas à s'inquiéter plus que ça, mais c'est vrai que d'avoir des rayons où on a 40 marques de pâtes par exemple, si on n'a que 20 marques de pâtes, il faudra peut-être s'y habituer. Voilà, donc je pense que au niveau européen, la sécurité alimentaire n'est pas menacée. Si on parle au niveau national, c'est différent. Au niveau national, il y a, comme je l'ai dit, un certain nombre de cultures pour lequel on est d'ores et déjà déficitaire et ça sera difficile de redresser la pente. C'est pas impossible, mais ça sera difficile. Voilà. Il y a une époque où, moi j'avais discuté avec un certain nombre de parlementaires européens, ils étaient persuadés que de toute façon, ça coûtait moins cher d'acheter des produits à l'autre bout du monde plutôt que de produire sur le sol européen et que l'Europe devait se consacrer essentiellement au secteur tertiaire. Voilà. C'est leur position. Et ça, c'était des collègues anglais, c'était des députés anglais, c'était des députés danois, etc. Donc, je pense qu'on a passé ce cap-là. J'espère qu'on a passé ce cap-là et que maintenant, on est sur cette idée d'autonomie alimentaire. Ah, oui. On a eu un tout petit problème de connexion avec vous. Monsieur Fougeroux, on vous a perdu un tout petit instant. Du coup, je propose de vous laisser la parole, Madame Robrol-Marie. Mais c'est réalisable, c'est réalisable. Alors, on a le climat. Ah, désolé, Monsieur Fougeroux, c'est juste qu'on vous a perdu pendant une trentaine de secondes. Du coup, on n'allait pas passer la parole à Madame Robrol-Marie, mais vous êtes de retour là. Désolé. Bon, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Madame Robrol-Marie, à vous la parole. Bon, on pourrait espérer quand même que la guerre en Ukraine ne va pas réduire à néant les objectifs de la stratégie de la ferme à la fourchette, ça c'est une première chose. Alors maintenant, on pourrait parler effectivement de souveraineté alimentaire, mais comment peut-on envisager la souveraineté alimentaire en permettant à l'agriculture de détruire les insectes pollinisateurs? Parce que on parle beaucoup d'augmenter les rendements avec les pesticides, mais une chose, puisque c'est mon expérience pédagogique ici à la Maison des Abeilles qui me l'a appris, c'est que le monde agricole, et puis en particulier les étudiants du cursus agricole, n'entendent pas beaucoup parler de la pollinisation. Donc, c'est quand même grave. D'ailleurs, les études qui sont de l'INRA, qui sont européennes ou mondiales, sur l'impact agroéconomique de la pollinisation, donnent des chiffres qui méritent quand même d'être portés à la connaissance de ces acteurs agricoles. C'est que 85% des plantes cultivées en Europe ont besoin des pollinisateurs et que l'augmentation moyenne des rendements, c'est 20 à 30%, sans parler de l'amélioration de la qualité de la production agricole, que ce soit dans les plantes oléiques, que ce soit dans les fruits, etc., les légumes. Donc, comment peut-on maintenir une agriculture qui accepte la destruction des pollinisateurs et s'interroger sur la souveraineté alimentaire? Pour moi, c'est une aberration sans pareille de parler de ça et de laisser autoriser des pesticides qui tuent les abeilles. Donc ça, c'est le problème du processus d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Et là, j'aurais beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. Effectivement, malheureusement, on n'a pas de temps parce qu'on arrive au bout de cet échange.
Du coup, pour finir, est-ce qu'il y a un sujet ou un point qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semble important pour nos auditeurs ou auditrices de discuter? Alors, Madame Robrol-Marie, à vous la parole pour Alors, cette moi, dernière question. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, je voulais juste donner quand même quelques petites corrections. D'abord, j'ai eu la chance de faire des cours à l'université d'Orsay et à l'université à l'Agro de Paris sur les insecticides, les insectes. Et dans mon cours, il y a tout un chapitre sur la pollinisation, l'importance des pollinisateurs. Donc, je vous rassure, les étudiants sont là pour ciser les rendements. Donc, les pesticides n'ont jamais eu de fonction d'augmentation des rendements. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de sauvegarder le potentiel de production. Personne, je crois, personne ne veut la destruction des pollinisateurs. Donc, effectivement, d'avoir des solutions de protection des cultures qui respectent les pollinisateurs. Et Mme Robrol-Marie connaît bien la Pistan, qui est un insecticide qui avait été développé par Sandoz à l'époque et qui est en fait utilisé sur les ruches donc contre le varroa dont on a parlé et qui en fait ne tue pas les abeilles. Donc il y a la possibilité d'avoir des insecticides qui ne détruisent pas les pollinisateurs. Mais heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus d'apiculture, monsieur Fougeron. En plus des pollinisateurs sauvages qui disparaissent, vous voyez, une étude là qui vient de sortir de l'UICN qui dit que plus d'un tiers des espèces de cirques, qui sont les pollinisateurs mondiaux numéro 2, sont disparus en raison des pesticides. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de conclure, si vous le permettez, par ce qu'avait dit Olivier Ducheter, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, dès 2011, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il disait que l'agroécologie pouvait doubler, je dis bien doubler, la production alimentaire de régions entières en 10 ans, tout en réduisant la pauvreté dans le monde et en apportant des solutions au changement climatique. Donc, des solutions, il y en a, mais à condition qu'il y ait la volonté politique de poser les bonnes questions et de remettre en question, parce que c'est indispensable et urgent, notre modèle agrochimique dominant. Merci beaucoup, Madame Robrol-Marie. Monsieur Fougeroux, votre mot de conclusion ou le point qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semble important? Moi, le point qui me semble important, c'est qu'il faut que les études, il faut que le progrès continue sa route. Je pense qu'on est sur des questions légitimes qui sont posées vis-à-vis des pesticides. L'ensemble des entreprises qui travaillent dans ce secteur ont pour objectif de minimiser le de pesticides. C'est un peu gênant. Ah, Monsieur Fougeron, on vous perd un petit peu, la connexion là depuis quelques minutes n'est pas très bonne, malheureusement. Est-ce que vous nous entendez là? Oui, oui, je vous entends. Ah super, on vous réentend. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous réentend à nouveau. Alors, je suis désolé, je suis dans une île au fin fond de la Méditerranée. Je ne suis pas sûr que le contact soit toujours très bon. Jusque-là, ça allait très bien. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que moi, plutôt que de viser 50% de pesticides en moins, je préférais qu'on vise 100% d'impact en moins. Eh bien, nous sommes d'accord, monsieur Fougeron, et je m'en réjouis. Bon, je suis ravi de vous avoir trouvé un autre point d'accord en toute fin d'émission. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Il y a encore beaucoup de points à aborder, mais malheureusement, le temps nous est compté. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui, je pense, a été très clair et assez éclairant. Il sera retrouvé, bien sûr, en podcast sur à peu près toutes les plateformes dès la semaine prochaine. Et comme vous l'avez promis l'un et l'autre, on essaiera de fournir les sources que vous aviez évoquées tous les deux à nos lecteurs qui, je suis sûr, ne manqueront pas de nous les demander. Juliette, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oui, merci effectivement à tous les deux d'avoir été là et d'avoir écrit pour le Dranche. Et merci à tous ceux qui ont regardé ce live et à ceux qui regarderont ou qui écouteront le podcast sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute.
Et n'hésitez pas à vous abonner aux Dranches, à aller voir ce qu'on fait en ligne et à l'écrit. Et merci à tous et à toutes de nous suivre. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir.